Après la découverte, passons à présent au plat de résistance. Trêve d'amour. Balthazar Edipici est avec nous. C'est un livre qui est fort bien intéressant, qui se balade à travers les réalités de notre monde actuel, mais qui nous plonge aussi dans ce monde plutôt hermétique de la foresterie au Cameroun. On parle d'un peuple Gounou. Le livre est un roman, mais qui a une petite valeur. Je pourrais même parler d'une valeur assez, je ne veux pas dire historique, mais le livre nous permet de côtoyer les réalités traditionnelles d'un peuple bien précis. Donc, nous donne des éléments de ce grand côté, ce grand BAM, le grand BAM, et particulièrement du peuple Gounou. À côté, il y a les réalités des familles trop nombreuses. Un grand cadre est responsable dans une société de foresterie. À l'intérieur, il se trouve que sa vie avec sa femme, lui, il a 2 enfants, sa vie avec sa femme se déroule très bien, normalement, jusqu'au jour où il rencontre, au cours de son voyage, une jeune étudiante très jolie, très mignonne, et la jeune étudiante attire son attention. Et puis il envisage désormais aller, pourquoi pas, dans une aventure avec elle, et peut-être il envisage même devenir un homme polygame. Sauf que plus tard, en apprenant à connaître la jeune demoiselle, les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu. De toutes les façons, l'auteur est avec nous, il nous expliquera ce qui s'est passé. Mais il y a aussi un autre volet très important de cet ouvrage, les réalités du monde de la foresterie. Il y a des grèves régulièrement, des camions ne circulent pas. Pourquoi? Les populations se plaignent de voir leur forêt totalement détruite et pourtant ils ne reçoivent pas des dividendes. Nous avons ici avec nous Balthazar Edipici qui est mieux placé pour nous apporter des éléments assez clairs sur son ouvrage. Balthazar Edipici, bonsoir et bienvenue sur le Point littéraire. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à tous vos milliers d'auditeurs. C'est vrai que tout en balbutiant, j'ai essayé de présenter votre ouvrage qui est fort bien intéressant, qui est axé d'abord sur une histoire d'amour. D'abord, mais au-delà de l'histoire d'amour, il y a plein d'autres faits qui sont présentés dans l'ouvrage. S'il fallait parler de Trêve d'amour, on dira que Trêve d'amour est un roman à l'eau de rose ou alors bien plus? Trêve d'amour, nous pensons que quand on parle de l'amour, il y a une vie. Oui. Et lorsqu'on parle de l'amour, il y a un long terme. Et ce long terme-là ne peut pas donc donner lieu à une histoire linéaire, Oui. tout simplement de Roméo et Juliette, parce qu'il faut prendre du temps et on va aussi passer du temps à dire ce qu'on fait, à dire ce que les autres font, Oui. à dire ce qu'on vit avec les autres, la société dans laquelle on est. Bref, Trêve d'amour est une occasion de visiter le Cameroun. Oui. De visiter le Cameroun, de visiter l'Afrique, je dirais l'Afrique centrale, l'Afrique noire, cette Afrique qui fait dans le bois étant une activité aussi dont on ne peut pas, qu'on ne rencontre pas partout. C'est vrai. Ce sera difficile pour un auteur qui ne maîtrise pas ce secteur d'en parler. Oui. Pourtant, ce secteur regorge tellement d'enseignements Oui. qui mériterait, bien entendu, d'être servi au public. Oui. Voilà, donc Trêve d'amour, vraiment, c'est une histoire d'amour. Ouais. J'ai entendu certains lecteurs avisés dire que, voyez-vous, Trêve d'amour, c'est vrai, on dit amour, mais c'est un masque. Parce que au fond, si on regarde la proportion sur le plan quantitatif, la proportion de ce qui parle de l'amour et les autres pans de la vie qui sont évoqués dans le livre, on se rend compte que l'amour est juste une façade, mais c'est pas ça. Que c'est peut-être le prétexte utilisé pour présenter notre réalité. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, derrière l'amour, il y a la vie. Oui. Et il faut aller au fond de l'être pour pouvoir découvrir ce que c'est que l'amour. Et quand vous lisez Trêve d'amour avec toutes les péripéties autour de la prémonition, autour de la place des parents sur leurs enfants, autour de l'influence de la vie professionnelle sur la vie des hommes,
parce que voyez-vous, ce jeune homme, en réalité, il aimait très bien sa femme, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il aimait tellement bien sa femme et ses enfants. Oui. Malheureusement, il est dans une activité assez difficile qui l'oblige à être très très régulièrement hors de sa famille, et cela va entraîner d'autres choses. Vous l'avez dit tout à l'heure, jusqu'à ce qu'il aura l'envie, il sera tenté d'ailleurs d'être polygame. Il s'est dit pourquoi pas devenir polygame. Voilà. Il rencontre une jeune étudiante, une certaine Yega, il s'agit d'Ambassa, puisque c'est le nom notamment du personnage principal du roman. Il rencontre une jeune Yega, et puis ils se perdent un peu de vue, parce que les voyages ne sont plus très nombreux du côté de Saint-Ménima ou de Yaoundé, surtout de Yaoundé, parce qu'elle vit à Yaoundé, il se rencontre certes à Saint-Ménima. Alors, est-ce que c'est pour démontrer dans le livre que la vie des hommes qui travaillent autour du bois est assez difficile? Parce qu'à l'intérieur, on peut voir cette anecdote que monsieur Ambassa nous raconte. Il y a un monsieur qui décide de ramener avec lui à Douala sa bien-aimée, sauf qu'il est envoyé beaucoup plus loin dans des voyages, et puis il abandonne cette dernière à l'auberge, et difficilement il reviendra, au point où la facture sera onéreuse. Est-ce que c'est-à-dire que c'est difficile d'avoir une vie maritale assez stable lorsqu'on est dans le secteur du bois? Oui, c'est extrêmement difficile, parce que quand on est dans le secteur du bois et du transport qui lui est lié, parce que le bois et l'exploitation forestière et le transport sont deux activités très liées. Et quand on est dans ce secteur, on a vraiment de graves difficultés à être stable dans un ménage. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que au fil des chantiers, parce que il y a des migrations de population, plus un chantier s'est installé dans un village, plus on a de nouveaux visages qui arrivent. Ça veut dire que les jeunes filles qui sont dans les différentes villes, dès qu'elles apprennent que l'activité forestière est arrivée au village, elles débarquent au village, et quand elles débarquent au village, elles sont obligées de se mettre avec et les transporteurs, c'est-à-dire les chauffeurs routiers, et les motorboys, et le personnel qui est dans la foresterie. Et puisque ça dure parfois 2 ans, ça dure parfois 3 ans, parfois ça dure plus que ça, même si on s'est rendu compte, hein, même si le monsieur avait amené avec lui sa femme et son enfant, il va se passer des problèmes là-bas au point où les gens se séparent pour se marier avec d'autres, marier entre guillemets, pour se marier avec d'autres, et puis lorsqu'il s'en va dans un autre chantier, il est encore obligé de laisser celle-là et d'aller se retrouver avec une autre, et c'est comme ça qu'ils ont des femmes. D'ailleurs, une étude menée sur le VIH/SIDA à l'époque avait bien démontré que le secteur du transport routier était le secteur le plus exposé, le plus touché. Parce qu'il en est de même des camionneurs. Parce qu'un camionneur est affecté entre, je dirais, Douala qui est le port, et Doumé, je ne sais pas quoi, pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, il y a des escales, il y a la réglementation qui oblige des escales. Or, à ces escales, si vous voyez un camion sur la route, vous ne verrez jamais le chauffeur dans ce camion. Peut-être le motorball sera sous le camion, mais le chauffeur est quelque part. Et s'il est quelque part, voilà, s'il est quelque part, ça veut dire que, bien entendu, il a un autre bureau. Parfois même, il a une autre famille installée là, Exactement. Donc, parfois, il a une autre famille qui est installée là, et surtout qu'ils sont liquides. Parce que l'autre chose aussi, c'est que ces camionneurs ont du cash. Il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, frais de route. Ça veut dire que lorsqu'ils quittent, il y a des tarifs, 10 000, 15 000 par jour. On calcule, le gars a chaque jour 30 000, 100 000 avec lui. Et il a de quoi donc nourrir tous ces escales. Est-ce que le roman ne vous sert pas de prétexte pour exposer une réalité? Parce qu'on se rend bien compte dans le roman que l'activité liée au bois, lorsqu'elle arrive dans un secteur, il y a une certaine ébullition dans le secteur en question. Il y a que les populations ou bien alors les autorités des localités trouvent quelquefois et des taxes fantaisistes à ajouter. Et il y a même que les camionneurs autour de leur activité se font un peu de beurre, ils revendent le carburant. Est-ce que c'était pas justement l'occasion d'exposer ce monde-là, pas très connu du grand public? Comme je le disais déjà, c'est pas un prétexte, c'est la vie de quelqu'un. C'est la vie de quelqu'un
une vie qui impacte d'ailleurs sa situation sociale, sa situation familiale. Ouais. Et comme je disais, c'est un secteur qui n'est pas connu du public. Oui. Et pourtant, ce secteur a une très très grande influence et sur la nature, et sur les villages, et sur la forêt en elle-même, oui. et sur les populations. Donc, c'est un secteur qui n'est pas connu. On peut voir le bois passer, mais qu'est-ce qui se cache derrière le bois, on ne sait pas. Donc, j'ai pensé qu'il fallait vraiment mettre en lumière cette activité pour que ceux qui s'y engagent, oui. ceux qui s'y engagent essayent de comprendre ce qui les attend de l'autre côté. Donc, c'est pas un prétexte, vraiment, c'est de manière assez sciemment que nous avons voulu mettre cette activité en lumière. Oui, c'est pas évident, vraiment. D'abord, au niveau de l'étude, il faut aller étudier des forêts. Y a-t-il exactement le bois nécessaire, du moins celui qu'on souhaiterait prendre et exporter? Alors, il y a d'abord beaucoup de magouilles. D'abord, les études ne se font pas selon les normes. On arrive sur des forêts. Sur le papier, on déclare ce qui n'est pas la réalité du terrain. Oui. 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 Et effectivement, c'est ça et c'est pour ça que beaucoup de sociétés forestières meurent. Oui. Parce que en fait, au départ, pour soumissionner d'ailleurs à une vente de coupe ou je sais pas quoi, vous envoyez une équipe de prospecteurs oui. qui s'en vont et qui viennent vous garantir de ce qu'ils ont trouvé sur le terrain et vous rendez compte si cela correspond à la demande. Oui. Or, il peut arriver justement que ces prospecteurs que vous avez envoyés, une fois arrivé au village, c'est le même phénomène qui revient. Arrivé au village, il a un autre bureau qu'il crée là-bas. Pour aller en forêt, le responsable de ce service ne va pas réellement en forêt, il reste au quartier, on lui fait de la bonne nourriture, il y a du gibier, il mange. Il envoie des ouvriers en forêt. Ces ouvriers, quand ils arrivent en forêt, ils se dispersent dans la nature. Oui. Et pour rentrer le soir, ils font un rapport. Oui, nous avons trouvé tel nombre de pieds de bibinga, d'iroko, de ceci, de cela. Et lui aussi, il prend ces rapports qui renvoient à sa hiérarchie, alors qu'il n'est jamais arrivé à entrer dans le terrain. Oui. Du coup, vous allez vous rendre compte qu'une entreprise vraiment s'est sentie motivée à même signaler son potentiel quant aux essences de cette forêt. Malheureusement, le jour qu'il entre en forêt lui-même avec ses engins, parce qu'il y a une cartographie, il y a une cartographie avec un sectionnement bien précis des poches. On dira que dans telle zone, voilà, il y a telle essence. Alors, il y a toute une carte. Du coup, c'est sur cette base que l'exploitation est planifiée. Oui. Alors, vous allez vous rendre compte le jour où vous, donc, patron de l'entreprise, vous allez avec vos engins, vous installez votre base. Alors, la première surprise, la poche qui pour vous était la vraie cible, lorsque vous rentrez, il n'y a rien. D'ailleurs, vous ne vous y retrouvez pas sur le plan géographique. Du coup, les données qui sont arrivées au bureau n'ont rien à voir avec la réalité du terrain. Avec la réalité du terrain. Voilà, donc c'est autant de choses. C'est autant de choses dans cette activité et comme je vous disais tout à l'heure, c'est une activité qui nécessite que le promoteur lui-même soit d'abord du métier, qu'il soit quelqu'un qui aime la nature et qu'il soit capable, lui, de ne pas se limiter au rapport qui lui parvient. Oui. Il est obligé d'aller lui-même sur place pour aller vérifier ou alors envoyer une contre-expertise pour être certain que ce qu'on est en train de me dire est vrai. Oui. Donc voilà à peu près, mais il y a beaucoup d'autres choses comme ça qui sont à raconter. Il y a des livres et des livres qu'on pourrait écrire sur cette activité. Alors il faut dire que c'est une activité qui est réglementée sur le plan national. Il y a même des taxes qui sont réservées, aussi bien pour le transport. Il y a des taxes qui sont payées annuellement auprès des autorités compétentes, mais chaque mairie espère recevoir quelque chose de cette activité-là. Et même les populations, on se dit, eh bien, comme on transporte le bois chaque jour dans notre forêt, il faut au moins qu'on ait des routes, il faut qu'on ait à prélever dans des barrages de fortune, une ou deux taxes, je sais pas, de toutes les façons. Alors, comment comprendre cette réalité-là? Pourquoi tout le monde voit derrière le bois une opportunité de se faire un peu d'argent? Les choses sont ainsi. Déjà, le bois, comme je l'ai dit, il faut être riche pour être exploitant forestier. Oui. C'est une affaire de dizaines et des dizaines de millions ou de centaines de millions ou de milliards. Donc, il y a l'argent qui coule. Oui. Il y a l'argent qui coule. Un petit exemple, lorsque ce camionneur-là
ou cet employé de la base, comme on dit entre guillemets, et puis arrive à prendre une femme du village, et qu'on se rende compte que il donne la bière à tous ces beaux, entre guillemets aussi, qui sont dans la zone, on voit qu'il a de l'argent. Et cela aiguise les appétits de toutes les populations. On dit, mais ils ont de l'argent. Alors, s'ils ont de l'argent, ça veut aussi dire que nous devrions avoir de l'argent. Vous avez aussi une instrumentalisation. C'est-à-dire que ça devient même parfois politique. Vous avez une élite qui est quelque part et puis qui est capable de venir ensemencer, encenser son village pour s'opposer à ceci ou cela. Cela fait donc l'objet de beaucoup de chantage. Il faut aussi dire que il y a un problème des pauvres. Parce que notre pays, le Cameroun, jusqu'à une certaine époque, n'avait pas bien maîtrisé la réglementation forestière ou l'activité en elle-même. Du coup, elle se cherchait même sur le plan juridique à pouvoir, comment je dirais, contenir cette activité-là et l'encadrer réellement. Du coup, pendant ces années-là, il y a eu beaucoup de laisser-aller, il y a eu beaucoup de pillages, et il y a eu aussi beaucoup de possibilités parce que, Jean-Jacques, lorsque vous savez que vous exploitez de manière illicite, illégale, n'est-ce pas, vous êtes obligé de partager. Et à chaque fois qu'il y a chantage, vous cédez, puisque vous savez vous-même que vous n'êtes pas en règle. En réalité. Vous n'avez pas vos papiers en règle, donc du coup, il faut, comme on dit au Cameroun, il faut dresser la patte à tous les niveaux. Bien sûr, bien sûr. Vous savez très bien que... Depuis la base jusqu'au sommet. De la base jusqu'au sommet. Je pense que le livre essaie de retracer un peu le trajet d'une bille de bois qui part de la forêt pour arriver. Il y a des centaines de barrières de police, de gendarmerie, il y a des préfets, il y a des sous-préfets. Il y a les délégués de la forêt, de l'environnement et la forêt. Bref, il y a tellement d'intervenants et chacun de ces intervenants n'est pas là pour vérifier le vrai papier. Il faut laisser les plumes à tout. Mais voilà, il est là pour savoir quelle est sa quote-part. Alors, Balthazar et Dipessi, on se rend bien compte qu'il y a aussi le rôle trouble des syndicats qui est évoqué. C'est-à-dire que généralement, il se crée des syndicats autour de cette activité. On arrive jusqu'à Yaoundé, des grèves sont lancées, des mots d'ordre de grève sont lancés. On arrive à Yaoundé pour échanger avec parfois le Premier ministre. C'est le cas du livre. Mais le Premier ministre rencontre les syndicalistes, juste le temps de leur dire que non, écoutez, on vous a compris, nous allons écrire un communiqué final, vous allez signer en bas et puis vous allez rentrer. Même pas le temps des questions. Et derrière, les présidents des syndicats arrivés à Yaoundé, avec certainement beaucoup de revendications dans les mallettes, repartent sans avoir posé la moindre question, sans avoir posé le moindre problème, mais ils repartent avec des mallettes remplies d'argent. Du coup, il y a un peu comme un sentiment de trahison de la base qui espérait voir les syndicalistes venir de Yaoundé avec au moins des solutions. Tout à fait. C'est un rôle trouble des syndicats. Et c'est pas seulement dans le secteur du bois. Mais voilà, c'est là où je voulais en venir. En fait, nous avons pris cet exemple-là pour, comment je dirais, exposer au grand public la réalité qui se cache derrière les syndicats. Je dirais même plus loin, derrière les partis politiques. Parce que ça ne s'arrête pas aux syndicats. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup de partis politiques, où ça se passe exactement comme ça. C'est-à-dire c'est les leaders qui savent exactement quels sont les enjeux et quels sont les intérêts qui sont en jeu. Mais ceux qui les soutiennent, très souvent ne savent pas qu'il y a des agendas cachés. Et lorsque parfois vous voyez subitement le langage commencer par changer, posez-vous des questions. Donc, il y a ce qu'on roule aussi, parce que vous avez vu l'histoire de ce Premier ministre. En réalité, il a roulé tout le monde. Il a félicité le chef de l'État, vraiment, qui est très, très soucieux, qui est à l'écoute des problèmes de la base, et ainsi de suite. Et puis, il n'a pas laissé le temps qu'on lui posa une seule question. Et puis, voilà, et puis il a vu les autres. Et puis les autres, d'ailleurs, ils ont commencé par boire. Le rôle de l'alcool. Jean-Jacques. À l'attente. Ben voilà, à salle d'attente, il y avait déjà à boire. Il y avait déjà un peu de whisky, il y avait déjà un peu à boire. Donc certains... Ils sont désorientés. Ben voilà. En fait, quand les gars se retrouvent en salle de réunion, ils sont nombreux et regardez nos audiences. Regardez nos assemblées, regardez nos réunions. Vous qui êtes journalistes, vous qui êtes des hommes de médias,
vous allez vous rendre compte que la caméra tombe sur quelqu'un qui dort. Oui. La caméra tombe sur quelqu'un qui somnole. D'abord, en salle d'attente, le ministre a généralement sa caméra discrète. Mais voilà. Et il peut regarder jusqu'à quel niveau vous êtes. Exactement. Est-ce que vous êtes disposé désormais à recevoir le discours qu'il entend vous prononcer? Voilà. Et s'il sent effectivement vous êtes disposé, là, on dit, OK, d'accord, il faut faire venir les présidents du syndicat qui arrivent soit fatigués, soit déjà ayant pris beaucoup de bouteilles de bière, parce que l'attente a été longue. Pendant ce temps, le Premier ministre regardait, enfin, on parle du livre, hein, Trêve d'amour, parce que c'est vrai que toute ressemblance avec ce qui se déroule dans la vraie vie, loin du livre, ne serait que pure coïncidence. Parce qu'il faut peut-être le dire. Peut-être c'est la coïncidence. Bon, généralement, on écrit toujours en bas, hein, que toute ressemblance est une coïncidence. Oui, c'est une coïncidence. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une très bonne part il y a certains vrais tableaux, un tableau qui peint les réalités du quotidien. Oui. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes quelqu'un de la base, il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ce qu'on vous dit. Il faut faire très attention comment je dirais, au mot d'ordre qu'on vous donne. Oui. Parce que il y a un moment donné, vous serez déçu. Oui. Et vous n'aurez pas le temps de comprendre exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est ce que le livre essaye d'expliquer. Et à travers ce fait-là, beaucoup d'autres faits, comme je le disais tout à l'heure, on peut étendre à beaucoup d'autres domaines. Oui. Du coup, lorsque vous militez dans un syndicat, d'ailleurs, vous vous rendez compte que de plus en plus, les syndicats sont en perte de vitesse. Oui. Je ne sais pas combien ceux qui sont des membres de syndicats, en réalité, c'est parce qu'on les oblige à un moment donné de militer dans un syndicat parce qu'il faut des délégués du personnel. Il y a un peu comme un éveil de conscience. Ben voilà. Les gens aujourd'hui sont davantage plus regardants sur le contenu, aussi bien des mots d'ordre de grève qui sont balancés. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'ils défendent réellement notre intérêt? Parce qu'à la fin, on n'a pas toujours les résultats qu'on recherche, mais pourtant, les mots d'ordre sont levés. Ben voilà. Soudainement. Ben voilà. Sans solution sur le terrain. Exactement. Exactement. Grève de taxi par-ci, grève machin. Mais toujours et toujours, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, il y aura des communiqués et des contre-communiqués. Et finalement, ceux qui attendaient à la base n'ont pas eu satisfaction. Et on a fait des promesses. Et ces promesses ne seront jamais réalisées. Et on continue plutôt sur notre voie. Oui. Voilà. C'est vrai que j'aimerais qu'on revienne aussi sur cet aspect très important du livre, la nécessité de connaître ses racines. Parce qu'assez rarement, les gens peuvent parler de leurs origines. Vous venez d'où? C'est une question qui n'est pas forcément pour signaler la discrimination, mais pour savoir est-ce qu'on a quand même connaissance du départ, aussi bien de sa tribu. Parce que là, maintenant, vous essayez, par exemple, dans le livre, Ambassa essaye de présenter, il essaie de faire comprendre qu'il n'y a pas un peuple à forcément parler qu'on appelle les Bafias. C'est un grand ensemble qui a beaucoup de petites divisions à l'intérieur. Il nous présente par exemple le peuple Gounou. Est-ce que c'est important aujourd'hui de renseigner les plus jeunes sur leurs origines, de maîtriser à bout de doigts? Vous savez, il y a certains peuples où, ne serait-ce que le nom qu'on prononce, renseigne sur les lignées en fait. Exact. Combien de familles on a pu parcourir pour arriver à ce niveau-là, renseigne sur l'histoire des peuples. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un vide qu'il faut combler? Je dirais même que c'est dramatique. Oui. Un homme qui ne connaît pas ses origines n'est pas connecté. Oui. Il n'est pas connecté. Lorsque on ne connaît pas ses origines, il y a toujours au fond quelque chose qui vous manque. Oui. Oui, il y a quelque chose qui vous manque. D'ailleurs, mon premier recueil de poésie, Béni Sakono, c'est les premières origines. Oui. Et là, nous essayons de sensibiliser les uns et les autres à avoir toujours cet amour pour la terre natale. Oui. Parce que, Jean-Jacques, la tradition africaine, la culture africaine est en train de disparaître. Oui. Est en train de disparaître et pourtant, elle a des valeurs et pourtant, elle a des vertus. Oui. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup de retraités qui décident, parce qu'il est déjà retraité, à rentrer au village, beaucoup meurent. Parce qu'ils ne connaissent pas les réalités du village, parce qu'ils se sont déconnectés du village.
Et un matin, ils décident de rentrer dans un domaine qu'ils ignorent totalement. Et il est important, il est fondamental, il est indispensable pour chaque être de connaître ses origines. Ses souches. Ses souches. Ouais. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a même une grande escroquerie. Parce que vous connaissez le rôle de l'ascendance chez nous. C'est-à-dire que quand quelqu'un se présente et dit « je suis votre oncle », cela a un certain pouvoir sur vous. Oui. Mais vous devez savoir, est-ce que c'est vrai que il est votre oncle? Parfois, lorsque vous allez fouiner dans l'arbre généalogique, vous allez vous rendre compte que c'était des familles qui n'avaient rien à voir, qui avaient d'ailleurs une qui était esclave et qui avait une qui était, vous voyez un peu. Donc, mais vous arrivez là, on vous raconte des choses, les gens se donnent une certaine valeur, alors qu'en réalité, ils n'ont pas cette valeur. La question des terres. La question des terres. Parce que qui dit origine, dit patrimoine foncier. Effectivement. Alors, si vous ne connaissez pas très bien vos origines, et vous savez, avec la guerre de l'indépendance, les populations avaient quitté les forêts là où elles vivaient normalement pour se rapprocher des routes. Oui. Alors, vous allez vous rendre compte qu'il y a des familles qui sont installées tout le long de la route, mais en réalité, ce n'est pas leur vrai village. Alors, si vous ne connaissez pas où est-ce que vos parents vivaient, où se trouve le tombeau de votre arrière-arrière-grand-père, si vous ne connaissez pas ces choses, je vous dis, vous êtes déconnecté. C'est vrai. Et vous ne pouvez pas vous exprimer à fond parce que quelque chose vous manque. Vous serez toujours à court d'inspiration, de toutes les façons. Oui. Et vous allez vous sentir comme des bébés éprouvettes qui n'ont pas d'origine en réalité. Oui. Hein? Et regardez aujourd'hui le sentiment quand vous vous rendez compte qu'il y a des Camerounais qui sont capables de saquer l'image du Cameroun. Est-ce que vous vous imaginez? Moi, je suis Camerounais, je ne peux pas être à l'étranger et saquer mon pays parce que ce sont mes origines. Et si ce sont mes origines, on n'attaque pas mes origines. Oui. N'est-ce pas? Et cela va donc jusqu'à arriver à la famille, jusqu'à arriver au village, jusqu'à arriver d'où venaient ses ancêtres. Oui. Et c'est extrêmement important de savoir que si c'est tel peuple est à tel niveau, tout ça c'est un même peuple. Oui. Et vous allez avoir ces mariages. Vous allez avoir ces incestes. Vous allez avoir des cousins, des cousines qui sont ensemble. C'est récurrent aujourd'hui. Hein. C'est récurrent aujourd'hui. Oui, on va découvrir à la fin, non, vous étiez proches, parents et tout. Voilà, on va me dire que scientifiquement, non, machin, mais ça vaut sur le plan de nos traditions. Oui. Parce que finalement, que deviennent les enfants qui sont issus de ces mariages? On se rend compte que ces enfants qui ne valent rien, des enfants qui sont perdus, parce qu'au fond, il y a un problème. Oui. C'est qu'ils n'auraient pas dû se mettre ensemble parce qu'ils sont des frères. Oui. Vous voyez? Donc, c'est important, c'est fondamental de connaître ses origines. Mais hélas, combien sont-ils aujourd'hui qui ont cette envie de découvrir les origines? Oui. Donc, voilà, je sais. Et comme vous l'avez dit, quand on parle des Bafias, on met tout le monde dedans. Oui. On mélange tout le monde dedans. Hein, et puis, les Bafias sont très contents parce qu'on mélange tout le monde chez eux. Alors que Gounou, quand tu demandes tu dis à quelqu'un, je suis Gounou, ben, il se tourne, c'est où ça? Gounou, c'est où? Alors, on se pose des questions. On se pose des questions. Peut-être avant de prendre le classique littéraire, j'aimerais un peu comme c'est fait dans le livre, hein, que vous nous rappeliez la mystique autour du vin de palme. Il paraît que c'est du nectar très prisé, un peuple Gounou, et qui a une valeur particulière. Oui, il n'y a pas de peuple Gounou sans le vin de palme. Oui, le vin de palme. Là-bas, le nom, c'est... Noumpe. Le Noumpe. Noumpe, en fait, c'est le nectar de ce vin. Noumpe, ça renvoie à l'odeur. C'est un vin, lorsqu'il y a une bouteille, ou un petit vase de ce vin quelque part, quel que soit l'endroit ici, et lorsque j'entre, je vous dirai de me sortir ce Noumpe-là. Il est quelque part. Oui, parce que... Donc, on le retrouve... dans les cérémonies de dot, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de cérémonie de dot s'il n'y a pas le Noumpe. Oui. Et le deuil, il n'y a pas de deuil s'il n'y a pas le Noumpe. Il n'y a pas, vraiment, lorsqu'un vrai enfant qui connaît le village arrive au village, vraiment, s'il n'y a pas le Noumpe, c'est qu'il n'était pas au village. Ben voilà, nous avons nous sommes très particulière avec à ce moment. Oui. En tout cas, on va prendre cet arrêt et puis on va revenir pour échanger davantage sur l'ouvrage. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires.
Vallon du diable de l'écrivain André Bring est l'ouvrage que nous vous proposons à lecture ce soir. Édité par le livre de poche, il tient sur 411 pages. Vallon du diable est traduit de l'anglais au français par Bernard Tulle. Pour en savoir plus sur ce livre, suivant notre guide, Annie-Lisette Ambassa. Bonsoir. Jean-Jacques Foucault, bonsoir. Inconditionnel du point littéraire, bonsoir. Dans un vallon d'accès presque impossible, non loin du Cap, en Afrique du Sud, vit une communauté de calvinistes purs et durs, installée là depuis l'époque du Grand Trek en 1838. Ces Boers, aux principes intraitables, ont créé leur société idéale. Rejet des Noirs et des étrangers, domination patriarcale absolue. Journaliste et historien à mal de reconnaissance, Flip Lochner décide d'enquêter sur cette communauté enfermée dans une autarcie aberrante. Il va découvrir un monde régi par des lois archaïques où les hommes font la loi, lapidation de la femme, adultère, élimination des enfants malvenus, inceste multiple. Tandis que les éclairs de chaleur déchirent le vallon, ravagé par la sécheresse, une succession d'histoires et de légendes contradictoires vont miner en lui toute certitude, sauf une, sa passion pour la jeune et mystérieuse Emma. Avec le vallon du diable, l'auteur reprend un décor qui lui est cher, l'Afrique du Sud, dans lequel des personnages pour le moins étranges vont évoluer. Flip Lochner, le journaliste et historien, s'improvisant enquêteur. Il apparaît comme un rustre, ponctuant ses phrases d'un vocabulaire à faire rougir un charretier. Lucas Lermier, dit Petit Lucas, qui joue un rôle important. Sa mort prématurée est un déclencheur pour notre personnage qui veut apporter ses cendres à ses proches. Tati Pavot, Pete Pilplat, le nain, rebaptisé Tête de Nœud par Flip, Emma, femme mystérieuse et envoûtante, qui elle aussi jouera un rôle important pour Flip. L'histoire est intéressante et le thème pour le moins original. La structure du roman mérite d'être soulignée. L'écriture est riche, tous les éléments étant réunis pour avoir le succès escompté. Pourtant, plusieurs lecteurs mettent du temps à rentrer dans l'histoire. Les premières pages paraissent assez lourdes. André Brink insiste un peu trop sur la vulgarité de son personnage. Voilà, chers auditeurs, il ne vous reste plus qu'à vous procurer ce livre, ce roman de André Brink, Vallon du diable. Jean-Jacques Foucault, à jeudi, avec un autre livre du même auteur. Pause. Merci à Annie-Lisette Ambassa qu'on va retrouver bien évidemment jeudi prochain, toujours dans le cadre du classique littéraire. On revient avec le livre du soir, hein, après bien évidemment ce moment d'interruption. Balthazar et Dipici nous présentent Trêve d'amour. Il faut dire que dans le livre, au-delà de la présentation du peuple Gounou, par notamment le personnage principal, des réalités autour du marché du bois, du transport du bois, le marché de dupes entre les syndicalistes et la base. Il y a cette belle histoire d'amour, hein, vraiment, une belle histoire d'amour, belle histoire d'amour dans la mesure où Yenga, la fille que Ambassa rencontre à Sambalima, puis plus tard, plusieurs rendez-vous galants à Yaoundé, et puis finalement, ils ont l'occasion de se voir enfin en tête à tête, et puis lorsqu'il est sûr que c'est le soir du premier soir, la fille lui fait des révélations assez terribles. La fille lui dit qu'elle serait peut-être porteuse de la maladie du VIH-Sida. Parce que son mari à elle, parce qu'elle a eu un mari avant, serait décédé, son enfant aussi. L'histoire est tellement triste à un moment. Mais ce qui est d'intéressant, c'est que l'histoire, le roman s'achève sur une fin qui n'est pas réellement une fin. Parce que la fille, en réalité, Yenga, avait une meilleure amie qui finira par rappeler Ambassa. Il était dépassé. Alors,
cette fin-là, pourquoi cette fin particulière? Parce qu'on s'attend à ce que l'histoire s'achève là. Mais je crois que c'est Aline. Aline, oui. Aline, qui est la meilleure amie de la fille de Samilema, revient encore dans... Est-ce qu'il y aura un tome 2 de cette histoire? Normalement. Normalement, il devrait avoir un tome 2. Bref, il y a cette symbolique du nom. Il faut savoir que les auteurs, en fait, comment je dirais, les acteurs qui sont authentiques ont les noms de chez nous. Hein, et les autres ont d'autres noms. Hein, alors, pourquoi cette particularité? Il y a des Eyenga, mais il y a des noms simples comme celui d'Aline. Aline, ça ne nous identifie pas exactement. Mais voilà, c'est pour dire que il y a un certain nombre d'attitudes, de comportements qui ne sont pas africains. Oui, qui ne sont pas africains parce que nous avons passé notre enfance en campagne et tout. Et il y a des choses qu'on n'avait jamais su qu'on allait découvrir et c'est en ville qu'on les a découvertes. Et ça, c'est cet environnement, ce mélange occidental avec tout ce que nous voyons et tout, qui fait que certains enfants deviennent ce qu'ils sont, alors que au départ, s'ils avaient continué à vivre cette vie originelle, ils n'en seraient pas là. Si vous avez bien lu le roman, vous vous rendez compte que dès l'apparition d'Ambassa Bondoma dans cet environnement universitaire, dans cette mini-cité, il y a Madeleine et il y a un groupe de filles. Il y a un groupe de filles et ce groupe de filles, finalement, jalouse, en quelque sorte. D'ailleurs, on a dit lancer le grain. Lance les grains de maïs. De temps en temps. Sa façon de regarder. Avec sa façon de regarder et tout. Et puis, lorsqu'elle se rend, et puis quand Ambassa les rend souvent visite, il laisse des provisions. Il laisse de l'argent, hein, ainsi de suite. Donc, lorsqu'elle se rend compte que le temps passe et que finalement, il ne revient pas, elle se dit, peut-être qu'il a terminé avec Yenga. Peut-être c'est mon tour. Peut-être c'est mon tour. Peut-être c'est mon tour. Alors, il faut dire que le livre sera présenté à Yaoundé. Parce que je préfère que les auditeurs viennent vous rencontrer pour savoir davantage le contenu, c'est-à-dire la symbolique autour de ce livre qui a d'ailleurs une couleur rouge. Alors, et vous allez être à Yaoundé, c'est, je pense, lundi prochain. Lundi prochain au Centre culturel camerounais, nous allons procéder à la dédicace de Trêve d'amour. Oui, Trêve d'amour. Trêve d'amour. Donc, nous convions le public de Yaoundé et même ceux qui sont dans les environs à venir assister à cette dédicace. C'est une très, très belle occasion de se frotter à l'auteur, de comprendre, parce que vous avez des critiques littéraires et consorts qui vont prendre la parole, qui ont bien décortiqué ce livre, qui vont leur expliquer. Et puis, ce sera une occasion aussi d'échanger avec le public. Donc, au Centre culturel, vraiment, lundi à 15h, nous espérons que ce public qui nous écoute en ce moment sera nombreux à venir assister à cette dédicace. Il y aura ce livre, mais vous avez déjà eu plusieurs autres publications. Oui, tout à fait. Voilà. Ça veut dire que les livres, les premières publications seront également de la partie. Voilà, exactement. Nous avons Béni Sakono, qui est les premières origines, qui est notre premier livre à sortir en 2014. Et là, qui parle vraiment des origines, de la vie au village, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de vertueux. Et nous avons Trajectorium. Trajectorium, c'est une pensée philosophique sur ce que nous pensons sur un certain nombre de thématiques. Oui, parce que nous pensons que le moment est venu pour que les Africains aient une autre orientation. Est-ce qu'on doit continuer à être plaintif? On doit continuer à accuser l'Occident, on doit continuer à accuser Dieu et sa Bible, et tout ce que vous voulez, le malheur c'est tel, le malheur c'est tel. Est-ce qu'il ne devrait pas avoir une renaissance idéologique? Donc c'est de cela qu'il s'agit à Trajectorium. Et puis il y a la sortie aussi d'un album, un album, parce que le Germain Gel, qui est un artiste musicien, a été tellement captivé par les poèmes de nos recueils qu'il a pris sur lui vraiment de pouvoir sortir un album de 7 titres, un très merveilleux album que le public va aussi découvrir le même lundi.
découvrir Germain Djel, découvrir le disque. Oui. Donc, ce sera une très, très belle cérémonie. Ce qui est sûr, c'est que nous allons venir regarder avec beaucoup d'attention parce que déjà, je dis, le livre, certainement, ça peut être un cadeau à offrir peut-être pour les fêtes de fin d'année. Je l'ai dit, au-delà d'une histoire, belle histoire d'amour qui est racontée. Amour parce que Eyenga se montre assez compatissante. Je vais dire, elle rencontre quelqu'un à qui elle aurait pu faire du mal. Elle ne le fera pas simplement parce que la personne se montre tout à fait attentionnée vis-à-vis d'elle. C'est donc quand même une histoire qu'il faut lire. Il y a aussi les réalités de ce monde autour du bois, corruption, mariage, divorce, tout est là. Alors peut-être un dernier mot avant de se quitter, parce que on aurait pu passer toute la nuit à parler de cet ouvrage que on n'aurait pas totalement achevé. Oui, Trêve d'amour est vraiment une histoire très passionnante qui nécessite d'être lue par les uns et les autres. Parce que il y a là-dedans beaucoup de leçons de la vie. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être on n'en a pas beaucoup parlé, ce côté de l'amour et de l'histoire de Yenga elle-même. Oui, parce que le public doit savoir que c'est une fille, à cause de toute cette succession de malheurs et du fait qu'elle se suspecte elle-même d'être infectée par le VIH, décide de tuer tout le monde. Donc, chaque homme qui arrive, elle décide de ne pas se protéger du tout, d'aller avec l'homme par vengeance. Mais elle rencontre un homme qui n'a pas demandé à aller au lit avec elle dès le premier jour, mais qui a été attentionné, affectueux, ouvert, patient. Et au fil des jours, elle s'est dit, peut-être que celui-ci, je ne devrais pas le tuer. Et quand le moment arrive, effectivement, elle dit, vraiment, tu as de la chance, il faut rendre grâce à Dieu. Je ne vais pas te tuer. Grâce à Dieu, parce que en fait, là où je suis une tueuse. Donc, je devrais te tuer, mais je ne sais pas ce qui me pousse à ne pas te tuer. Balthazar Ezipissi, merci d'être passé à Royal FM de parler de votre livre Trêve d'amour. Merci Jean-Jacques et merci à tous vos auditeurs. On se retrouve lundi. Le Point littéraire, équipe de production, contribution, Annie-Lisée Tambassa, mise en onde, Ulrich Kemoué, régie vidéo, Alain Kwekam, régie d'antenne, Carole Prudence.